Bonjour à tous. On se retrouve donc pour une vidéo du Pôle international, qui est une série multi-pays. L'objectif en tant que pôle, c'est de vous apporter un panorama général sur l'ensemble des mesures à date applicables, et puis surtout à vous, entreprises internationales, dirigeants, euh, expatriés, comment s'y retrouver à la fois dans les pays qui vous concernent, mais aussi plus généralement dans un point de vue multi-pays. Quelques chiffres clés sur notre cabinet. Donc, vous les lisez en même temps que je vous les énumère. Donc, c'est un cabinet de pas loin de 850 collaborateurs, pas loin de 55 associés, 25 implantations dans cette région principale, implantés dans plusieurs pays dans le monde, au-delà de la France, donc 4 sites en Chine, 3 sites aux États-Unis, un site en Angleterre, 11 600 clients. Cabinet d'expertise comptable, mais également de conseil et d'audit, et un peu plus de 81 millions de chiffre d'affaires consolidé. Une implantation nationale dense, avec un fort maillage territorial, avec 4 marques pour une complémentarité de compétences, une marque expertise, audit, conseil, une marque tournée vers le RH et la mobilité du personnel, une marque qui s'appelle Stratorial, qui est orientée sur le conseil et la gestion des finances publiques, et enfin une marque H3P, la plus récente, qui est concentrée sur le financial advisory. À l'international, nos implantations, nous les avons détaillées, donc nous sommes environ 150 personnes. Le cabinet principal est à Paris, avec 3 associés. Moi, je suis basé à Paris, je suis responsable du pôle international. Bon, je suis surtout spécialisé en conseil en internationalisation des entreprises, avec une formation en économie organisationnelle, évidemment, en expert comptable plutôt spécialiste de fiscalité internationale. À mes côtés, Nicolas Coquille et Elisabeth Maury à Paris. Aux États-Unis, 2 associés, une quarantaine de personnes. En Angleterre, un bureau basé à Londres, 2 associés et une dizaine de collaborateurs. Et enfin, en Chine et en Asie, puisque Hong Kong est un peu la Chine, mais pas tout à fait, en tout cas pour quelques temps encore, Orcom CA, avec 3 associés et 65 personnes. Au-delà de nos implantations, nous avons une série de relais. La première catégorie, le premier cercle de confiance, c'est les best friends, avec des relations de très longue date, bilatérales, avec des experts qualifiés et expérimentés sur les mêmes domaines que les nôtres, en Italie, en Espagne, en Europe de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Et 2 réseaux qui viennent compléter cette carte Orcom, mais réseau BKR, avec les pays en jaune qui sont concernés, et ensuite un réseau qui s'appelle Anglobally, qui est un peu moins dense en taille, mais très orienté sur l'outsourcing et le financial advisory. Nos services sur l'international, l'ensemble des implantations que nous venons de vous présenter sont spécialisées sur les services aux entreprises françaises, européennes, étrangères qui se développent au-delà de leurs frontières, avec un premier métier qui est l'international support, donc c'est l'assistance full package aux filiales, le corporate advisory, donc c'est tout le métier du conseil, conseil en IFRS, conseil en fiscalité variée, conseil cross-border, le transfer pricing, qui est un métier à part entière et qui est évidemment au cœur des échanges intra-groupes au-delà des frontières, le métier de l'audit, commissariat aux comptes, mais aussi audit contractuel, le RH international et la mobilité autour de la mobilité des personnes, et enfin la gestion privée pour des dirigeants qui évidemment ont un foyer fiscal qui est souvent multi-pays et avec donc beaucoup de questions attenantes. Un panorama en France, puisque c'est le sujet dont je vais vous présenter aujourd'hui, avant d'ouvrir un peu le champ multi-pays. 3 blocs de mesures. La plupart d'entre vous en ont évidemment entendu parler, ont lu l'actualité, mais on va vous les rappeler de manière synthétique
Et surtout, on va essayer de vous donner des clés pour bien les utiliser. Les mesures de soutien à l'emploi avec le chômage partiel et le fonds de solidarité, les mesures de report de charges décaissables à court terme, échanges fiscal et social, certaines charges d'exploitation, évidemment les emprunts bancaires moyen terme en cours. Et enfin, l'apport de trésorerie, avec une mesure phare qui est le PGE, prêt garanti d'État, et puis des soutiens préexistants, notamment les remboursements de créances fiscales et les solutions BPI France, prêt à tout ou prêt rebond. Dans la première catégorie, les mesures de soutien à l'emploi, nous avons évidemment l'aide de l'État sur l'activité partielle. Toutes les entreprises sont concernées. En principe, c'est surtout évidemment celles qui connaissent une réduction ou une suspension d'activité liée à l'épidémie. Ça concerne tous les titulaires d'un contrat de travail, y compris les contrats pro ou d'apprentissage. Les modalités pratiques sont liées à un site. Évidemment, toute notre équipe est aguerrie sur la conformité de ces demandes aux attentes de l'administration. La rétroactivité est pleine. L'employeur doit adresser sa demande dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. Et concernant le formalisme, la consultation des CSE est obligatoire pour les entreprises qui disposent de cette instance. C'est l'employeur qui doit informer de l'activité partielle ses salariés en précisant la durée prévisionnelle envisagée et le nombre de salariés concernés. La mesure, à ce jour et à l'époque, était prévue pour 12 mois. Nous verrons par la suite comment les choses peuvent évoluer. En termes de modalités, disons arithmétiques, l'indemnité versée par l'employeur est égale à 70% du salaire brut. L'allocation de l'État permet un remboursement de l'employeur à hauteur de ces 70% de la rémunération brute des salaires, dans la limite d'une rémunération correspondant à 4,5 fois le SMIC. La demande d'indemnisation, une fois le premier dossier déposé, se fait chaque mois sur le site de l'Agence de services et de paiement, l'ASP, afin de suivre l'activité partielle tout au long des mois de rémunération. Toujours dans la catégorie mesures de soutien à l'emploi, les aides de l'État relatives aux TPE, on va dire, qui est l'aide financière notamment de fonds de solidarité. Comme vous pouvez le lire, c'est une aide qui est défiscalisée de 1 500 €, qui a vocation à permettre de limiter l'impact de la perte d'activité. Ça concerne les TPE, donc vous avez sur le support l'ensemble des caractéristiques au sens de l'administration. Les personnes physiques bénéficiaires ou les dirigeants majoritaires de personnes morales ne doivent pas être titulaires au 1er janvier 2020 d'un contrat de travail à temps complet. C'est une mesure qui s'adresse plutôt aux dirigeants. Et la demande est à effectuer sur le site impôts.gouv dans l'espace particulier. À ceci s'ajoute une aide complémentaire de 2 000 € qui concerne toujours les TPE qui, d'une part, ont bénéficié de l'aide de 1 500 € et se sont vus refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable. Le montant maximal est de 2 000 €. La demande est ici réalisée auprès du conseil régional par voie dématérialisée sur le site dédié. Dans la catégorie mesures de report de charges, d'abord, les échéances fiscales. Sur le plan fiscal, les entreprises peuvent demander à bénéficier d'un délai de paiement d'impôt. C'est un modèle de demande qui est mis à disposition par la DGFiP. Un formulaire qui est adressé au service des impôts des entreprises. Dans la pratique, un simple mail peut également être adressé au service concerné. Le report de paiement est accordé pour une durée de 3 mois, sans justificatif à fournir. Et sont concernés l'impôt sur les sociétés, la CVAE, la taxe sur les salaires. Attention, la TVA et le prélèvement à la source ne bénéficient pas de cette mesure. Donc, les impôts pour lesquels l'entreprise est tiers collecteur ne rentrent pas dans cette catégorie. Autre charge décaissable qui peut faire l'objet d'une mesure de report, ce sont les charges sociales. Les cotisations URSSAF, où il y a une possibilité de report de 3 mois de paiement. Les déclarations doivent tout de même être déposées sans paiement et une demande de report doit être faite en parallèle. Pour la retraite, il faut se rapprocher des caisses pour demander un report de paiement. Là encore, la déclaration doit être déposée dans les temps, sans paiement, et une demande de report doit être faite en parallèle, comme pour l'URSSAF.
Pour la prévoyance et la mutuelle, les demandes de report peuvent être faites, mais il faut être vigilant car les organismes de prévoyance et de mutuelle ne sont pas autant au point que les autres organismes. Évidemment, la pratique aidant, les choses se fluidifient, mais en tout cas, c'est ce que nous avons pu constater sur les derniers mois. Les échéances sociales relatives aux cotisations des indépendants. Dans le cas des travailleurs indépendants, ils peuvent contacter leur service URSSAF par courriel. Et les travailleurs indépendants peuvent également demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d'obtenir un recalcul des cotisations cohérent avec la santé de l'entreprise, obtenir un nouvel échéancier de paiement de cotisations provisionnelles, mais aussi solliciter l'intervention de l'action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l'aide aux cotisants en difficulté. Autre charge décaissable qui a fait l'objet de beaucoup de bruit de presse sont les charges d'exploitation, électricité, eau, gaz, loyer. En l'occurrence, pour bénéficier de ces reports, l'entreprise, le dirigeant, doit adresser une demande de report aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures. Donc nous sommes ici dans une relation B2B. L'emprunt bancaire à moyen terme et les autres prêts sont quasiment automatiquement reportés à 6 mois, notamment pour les prêts BPI-France et pour les prêts à taux zéro. Pour les autres banques, c'est sur demande. La plupart du temps, les banquiers ont quand même pris les devants. Dans la catégorie des reports de charges, ou en tout cas d'atténuation des charges décaissables court terme, il y a, au-delà du report, les remboursements anticipés. Notamment, la créance d'impôt sur les sociétés. Il y a donc la possibilité de demander un remboursement des créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020, après imputation, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés de 2019. Pour cela, il n'y a pas besoin d'attendre le dépôt de la déclaration de résultat. Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020 et notamment le crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, non encore imputé, le crédit impôt recherche, le CIR, et le crédit impôt pour les formations des dirigeants. Afin de bénéficier de ce remboursement, les entreprises devront remplir un formulaire 2573 disponible sur l'espace professionnel du portail, impôt.gouv.fr, et il conviendra également de transmettre avec ce formulaire la déclaration permettant de justifier le crédit d'impôt dont le remboursement est demandé et le relevé du solde de l'impôt sur les sociétés. Concernant les crédits de TVA, il a été annoncé un traitement accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA par la DGFiP. Pour ce faire, une procédure simplifiée est temporairement mise en œuvre pour toutes les demandes de remboursement inférieures à 500 000 €. Cette mesure permettra donc à l'administration fiscale de pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Cette procédure simplifiée est effective jusqu'à la fin du deuxième mois, suivant la fin des mesures de limitation des déplacements et d'interdiction de rassemblement ou de certaines activités. Nous sommes donc au 27 mai 2020, en plein dedans. Le dernier bloc de mesures pour soutenir l'activité économique, c'est donc l'apport de trésorerie, avec en tout premier lieu un rappel sur les solutions BPI-France, qui sont le prêt rebond et le prêt à tout, qui sont soit directement proposés par la BPI, soit soutenus par la BPI, par des fonds régionaux. Pour les entreprises disposant d'un premier bilan de 12 mois minimum, le financement moyen terme destiné à assurer des besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle et l'augmentation exceptionnelle du BF. Dans la limite des fonds propres, c'est un élément important, avec de préférence un adossement sur un financement bancaire nouveau ou existant. Il n'y a pas de garantie complémentaire. Dans le cas du prêt rebond, il s'agit d'un emprunt entre 10 et 300 000 € sur 7 ans avec 2 ans de différé. Dans le cas du prêt à tout, il s'agit de 50 000 € à 5 millions pour les PME, une durée de 3 à 5 ans, avec un différé allant jusqu'à 12 mois. La mesure phare est évidemment le prêt garanti par l'État. Nous allons vous donner quelques détails. Il concerne d'abord les entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique et leur activité, hormis quelques exceptions. Par exemple, les sociétés à prépondérance immobilière. Par exemple, les autres établissements financiers ou succursales d'établissements financiers. Le montant peut représenter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires 2019
ou du dernier exercice clos pour les entreprises qui ont un exercice décalé. Ou jusqu'à 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes. C'est un label, l'entreprise innovante, ou créé depuis le 1er janvier 2019, donc qui n'aurait pas un premier exercice clos. La garantie est donnée directement par l'État, à 90% du prêt. Il n'y a pas de garantie ou de sûreté complémentaire. Les banques ne demandent rien d'autre que l'étude du dossier que nous allons détailler. Il y a un différé de remboursement d'1 an, puis un amortissement jusqu'à 5 ans maximum au choix de l'entreprise. Le coût de ce prêt garanti par l'État, coût de la garantie à 0,25 la première année, plus le coût banque. La pratique est que c'est un coût banque sans marge. La procédure est à la fois simple et complexe. L'entreprise doit définir son besoin de financement. C'est là où réside un peu la complexité. Deuxième étape, l'entreprise se rapproche d'une ou plusieurs banques pour faire une demande de prêt. C'est d'abord la banque, donc on est là aussi dans une relation avec les banques de détail avant de passer à la BPI. Et c'est la banque qui sélectionne le dossier, qui retient, qui évalue ses critères. Après examen de la situation de l'entreprise, donc les critères d'éligibilité notamment, la banque donne un préaccord pour un prêt. L'entreprise se connecte sur la plateforme de BPI France. Je vous rappelle le site ici, attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir une attestation avec un numéro unique. Sur présentation de cette attestation, la banque accorde le prêt. Dans la pratique, nous conseillons à nos clients de ne surtout pas rester seuls. Évidemment, solliciter Orcom, mais en règle plus générale, de se faire conseiller, de se faire accompagner. Gardez en permanence également le contact avec votre banque. Anticipez votre besoin de trésorerie bien au-delà du court terme et en fonction de votre activité. 6 mois semble un minimum, la pratique est plutôt vers 12 mois. Utilisez la limite de 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente avec parcimonie. Le PGE peut être mis en œuvre auprès de plusieurs banques en cas de besoin important et jusqu'au 31 décembre 2020. Il faut donc utiliser cette date pour se laisser de la visibilité ou reporter le remboursement. Enfin, le dossier de financement devra être synthétique et simple. Les banquiers ont des centaines de dossiers à examiner. Nous voulions aussi vous présenter un exemple de calcul de besoin de trésorerie. Ce sont des feuilles de calcul assez simples que nous proposons à nos clients pour élaborer les dossiers de sollicitation de prêt. Donc on part du chiffre d'affaires, évidemment, un 2020 estimé avant Covid, un 2020 estimé avant Covid sur 6 mois, et puis on estime la perte de chiffre d'affaires sur 6 mois, le taux de marge brute, et on tire de cette manière le fil en arrivant à un total de besoin de trésorerie qui finalement correspond à l'estimation de perte de marge dont on déduit l'estimation d'économie de charge dont on a vu les mesures précédemment. Et on rappelle enfin le plafond. Une autre manière d'arriver au même résultat, on part toujours du chiffre d'affaires, on fixe un taux de marge historique, mettons, et puis nous le lissons, nous calculons le cash flow, le besoin de trésorerie, le flux de trésorerie sur 6 mois, 12 mois, selon ce que la banque vous demandera. La somme des pertes d'exploitation, donc des cash flows négatifs, représente le besoin de trésorerie. Nos conseils dans ce contexte, puisque c'est au-delà du rappel et de la synthèse des mesures en vigueur, nous voulions vous proposer notre avis dans ce contexte que nous proposons à nos clients, mais que nous souhaitons aussi proposer aux entreprises internationales qui seraient intéressées par mieux comprendre les aspects français en l'occurrence, mais aussi multi-pays. D'abord, se souvenir que la perte de la moitié du capital social, voire des fonds propres négatifs, n'est pas un frein. N'expose en aucune manière à une éventuelle annulation ou déchéance de la garantie d'État sur ce seul motif.
En d'autres termes, les filiales qui pourraient être historiquement déficitaires sont bien entendu éligibles. Ça dépendra des critères du dossier, mais ce n'est pas un frein à la garantie d'État. Une filiale bénéficiaire est effectivement un élément autrement plus positif pour solliciter un emprunt. Mais ce n'est pas parce que la moitié du capital social a été entamée que la banque peut refuser sur ce seul critère la candidature à un emprunt. Les entreprises unipersonnelles sont-elles éligibles? Oui. Un entrepreneur individuel peut-il demander un PGE? Oui. Rien ne l'empêche dans les textes sur le PGE. Bien sûr, il faut, là aussi, avec parcimonie, calculer le montant. Est-ce qu'une entreprise doit être à jour de ses dettes fiscales et sociales pour bénéficier du PGE? Non, cela ne constitue pas une condition d'éligibilité. Puis-je cumuler le bénéfice d'un PGE avec d'autres dispositifs d'aide? Oui, il n'y a aucune contrainte sur le cumul des bénéfices d'un PGE avec d'autres aides élaborées par les pouvoirs publics. L'ensemble des mesures que nous venons d'étudier, les 3 blocs, sont toutes cumulables. En matière de PGE, y a-t-il un nombre maximum de demandes? Non. Seul est plafonné le montant total des prêts garantis par l'État que peut détenir une entreprise, 25% du chiffre d'affaires. Vous pouvez donc demander plusieurs prêts dans la limite de vos besoins. Le chiffre d'affaires est-il hors taxe ou TTC? Peut-on considérer qu'une attestation d'un expert comptable peut servir de base de calcul? Faut-il inclure les autres produits d'exploitation? Peut-on bien prendre en compte le chiffre d'affaires total de l'entité française concernée et non seulement le chiffre d'affaires que cette entité réalise en France? Les réponses ci-dessous. Le chiffre d'affaires est bien hors taxe, évidemment. Il est possible d'avoir recours à une attestation d'expert comptable, en cas notamment d'indisponibilité de comptes certifiés, notamment pour l'année 2019. Le chiffre d'affaires est celui de l'alias fiscal. Il n'inclut donc pas d'autres lignes de l'alias fiscal, comme les autres produits d'exploitation. Enfin, la totalité du chiffre d'affaires de la société immatriculée en France est pris en compte. Il inclut donc le chiffre d'affaires réalisé à l'export, y compris lorsqu'il est réalisé vers une filiale. Une filiale en COS+, pourrait donc tout à fait demander un PGE. En matière de charges décaissables et de report de ces charges, doit-on systématiquement demander le report des échéances? Notre conseil est non. Il faut replacer ces demandes dans un plan de trésorerie. Nos clients, nous avons pu remarquer dans la pratique que les plans de trésorerie ont été souvent élaborés à des fins de PGE uniquement. Or, l'exercice du plan de trésorerie, il est fondamental dans cette période de crise. C'est-à-dire qu'il faut construire un tableau de flux, quitte à le rendre un peu complexe pour fixer des hypothèses de travail et faire ensuite bouger ces hypothèses en fonction des éléments de reprise, des conditions de réouverture, des conditions de circulation des clients, des transports des uns, de l'accès aux marchandises des autres, etc., etc. Il faut faire varier les hypothèses, mais il nécessite au préalable une matrice de plan de trésorerie relativement exhaustive. C'est en fonction de ce travail qu'on pourra décider de reporter ou pas les échéances, de solliciter un PGE dans la limite de 25 ou au contraire seulement 10% du chiffre d'affaires parce qu'on se laisse le temps. Ne pas oublier que tout ce qui est reporté ou souscrit comme emprunt devra à un moment donné être remboursé. En effet, les possibilités de report, puisque c'est le sujet, sont à utiliser avec précaution. Le risque est de se retrouver avec des échéances doubles lors de la reprise. Il faut également le combiner avec le prêt PGE pour atténuer les décaissements lors de la reprise. Une information pratique également sur quelles échéances fiscales du mois de mai sont reportées. Vous avez la liste ici. 36 au lieu de 5,5 pour la 1329 DEF, 6 débitrices, 36 pour le solde d'impôt société, 36 pour l'alias fiscal. Il n'y a toujours pas de report pour la CA12 et pour le PAS. Comment trouver des solutions efficaces pour tenir dans la durée? Dans ce contexte, il est primordial de revoir ses prévisions de trésorerie.
agir rapidement en actionnant tous les leviers à votre disposition, mais avec parcimonie. Les priorités que nous avons remarquées et qui nous semblent, à mon avis, à rappeler, à très court terme, trouver du cash rapidement. Et à plus long terme, anticiper la reprise, ne pas charger son endettement au-delà de ce que la société peut encaisser. Anticiper la reprise en fonction des scénarios de sortie compte tenu de votre activité, en prenant en compte le paiement des échéances reportées, le remboursement des prêts et la trésorerie dont vous aurez besoin pour saisir les opportunités d'après-crise. Que faire vis-à-vis des autres fournisseurs? Notre conseil, payez vos fournisseurs quand vous le pouvez. Limitez la dette, d'une part, quand on le peut, et limitez la relation de confiance, souvent nouée avec les fournisseurs, pour préparer la reprise. Par ailleurs, d'un point de vue un peu plus macro, un arrêt de la chaîne des paiements mettrait toute l'économie à l'arrêt. Les 3 blocs de mesures qu'on vient d'énoncer sont des solutions pour trouver du cash disponible afin de payer les fournisseurs qui ne seraient pas inclus dans ces catégories de soutien à l'activité ou de report. Il faut donc payer ses salaires, soit en profitant du chômage partiel, soit en favorisant le PGE, et les fournisseurs. Que faire pour mon projet international? Le développement international nécessite aujourd'hui d'enclencher un mode projet. Plus que jamais, il nécessite d'enclencher un mode projet puisque le contexte ajoute une complexité. 5 étapes. Une réflexion amont qui permet de bien poser les bases du pays dans lequel je veux investir, pourquoi je veux y investir, quel est mon modèle d'entreprise, qu'est-ce que j'attends pour mon entreprise comme type de croissance. Rédaction du plan d'action stratégique, mettre toutes ces réflexions sur le papier de manière pragmatique et structurée. Le qui fait quoi, comment. Le pourquoi, j'y vais. Pourquoi faire. Pourquoi vendre. Comment vendre. Une fois cartographié l'ensemble des questions auxquelles le plan d'action stratégique doit répondre, on s'attelle à la recherche des ressources complémentaires. Équipe, interne notamment, externe, les consultants, finance, financement, ai-je le cash disponible pour, ai-je les reins solides pour, et les réseaux, notamment de distribution. Enfin, on passe à l'acte, on s'implante, on commence l'exportation. Et dernier bloc, lorsque toutes ces étapes ont été passées, avec succès, on sécurise et on déploie son offre. C'est-à-dire qu'on continue son développement sur le pays dans lequel on vient de s'implanter et on reproduit ensuite ce fameux PASS, plan d'action stratégique international, sur les autres marchés dans lesquels on veut s'implanter. Une bonne méthode bien structurée devient un mode d'action de développement international. Pour conclure ce panorama des mesures françaises et cette approche internationale, le déconfinement est aussi l'opportunité et le moment de se préparer à s'accrocher à la reprise. Ne pas oublier la durée des mesures. À ce jour, les choses ne sont pas encore précisées. Toutefois, nous savons que les mesures relatives à la trésorerie vont exister jusqu'à la fin de l'année civile, notamment PGE. Il faut en profiter, encore une fois, en lissant le plus possible sa charge de la dette pour éviter d'alourdir l'entreprise au moment où son secteur va redémarrer, où ses magasins vont rouvrir, où ses collaborateurs vont reprendre le présentiel, où son marché va redémarrer.
De la même manière, les mesures de report de charges vont continuer, probablement sous d'autres formes, pour les secteurs qui ne peuvent reprendre l'activité ou les plus en crise. Plusieurs annonces ont été faites en ce sens. On pense à ce jour à l'automobile, qui a reçu le soutien de l'État et les plans sont en cours de construction. Deuxième aspect, une vision globale, une vision worldwide. Lorsque vous êtes d'ores et déjà implanté ou orienté vers les marchés étrangers, il est important de remettre au cœur de votre organisation et de votre stratégie d'entreprise la chaîne de valeur. Les relations intra-groupes peuvent évoluer du fait de cette crise. Les prix de transfert peuvent alors devenir un outil de croissance. Il faut ainsi faire des mesures de trésorerie un outil de cash management global. Ainsi, le soutien financier mère-filiale, qui est un classique du fonctionnement d'un groupe international, peut aussi s'inverser. Le PGE peut tout à fait être utilisé dans une stratégie de groupe. Le soutien financier peut aussi se faire entre sociétés sœurs. L'idée ici est de remettre un peu sur la table les idées préconçues ou les habitudes de manière à optimiser l'emploi des mesures à disposition. Les prix de transfert dans ce contexte dégradé doivent être par ailleurs surveillés afin de ne pas risquer une remise en cause de la politique groupe par les administrations fiscales. Lorsque vous avez élaboré votre politique de prix de transfert, préparez une documentation ou pas, et que vous avez d'ores et déjà des transactions avec des prix convenus, une méthodologie de prix, éventuellement un benchmark, c'est-à-dire que vous avez quand même ébauché une politique de prix de transfert. Le contexte actuel va probablement percuter ce plan de fonctionnement intragroupe et donc il faut absolument garder un œil dessus, à minima pour s'assurer des différences entre le réel crise Covid et la théorie ou la pratique préconisée par la politique. Et à maxima pour s'assurer de rentrer dans le cadre de la politique de prix de transfert, si jamais on s'en était trop éloigné du fait d'une pratique un peu dégradée, ou au contraire, de saisir peut-être ce moment pour faire évoluer sa politique de prix de transfert dans un contexte de réorganisation stratégique. Ainsi, cette crise peut également être une opportunité pour se poser les bonnes questions quant à la pratique interne des prix de transfert et structurer sa démarche pour le long terme. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, notre site internet, orcom.fr, le pôle international à travers l'ensemble de nos implantations, peut être contacté directement. Mon adresse mail qui s'affiche sur le PowerPoint, xpoulet-goffard@orcom.fr, et nous sommes à votre disposition. Merci. N'hésitez pas à nous solliciter et à bientôt.